Bonjour Céline, Bonjour. et merci de nous avoir reçus ici. Alors, pourquoi est-ce que tu as choisi cet endroit pour cette émission? Eh bien, c'est mon nouvel appartement dans lequel j'habite depuis peu, puisque je viens de me séparer et c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour de nouvelles aventures. Donc, c'est important pour moi puisque je bouge beaucoup et je reçois peu à la maison, puisque c'est mon côté où je me ressource, mon côté où j'ai besoin voilà, de retrouver mes livres, j'ai besoin de me nourrir, de me poser. Nouvelle vie, seule avec mes enfants, mais où j'ai besoin voilà, de me nourrir en tout cas, pour pouvoir mieux redonner après. C'est vraiment le lieu où je me sens à mon aise en fait, pour parler de moi et de ce qui m'est personnel. Alors Céline, tu es bélier, ascendant Mhm. vierge. On va voir ensemble ce qui te caractérise hein, dans cette configuration. Le Alors, bélier. et la vierge sont deux signes qui au premier abord semblent contradictoires. C'est-à-dire que le côté fonceur du bélier et instinctif du bélier se mélange avec le côté craintif et rationnel de la vierge. Alors est-ce que tu te reconnais déjà dans ce portrait? Oui, complètement. Quand j'étais plus jeune, à 20 ans, 25 ans, j'étais vraiment sur le côté bélier. Je réfléchissais après avoir agi, on va dire. Et vers 30-35 ans, j'ai été complètement déstabilisée pendant bien 2 ans, où je me disais, mais je me reconnais plus, je suis plus freinée. Et j'ai appris vraiment à réfléchir avant d'agir. Et maintenant, j'arrive vraiment à me servir des forces des deux signes, ce qui est très intéressant, puisque je suis plus posée, réfléchie, comme le vierge. Et hop, j'avance et j'ai ce côté force et feu hein, en fait, du bélier aussi. Donc ça, c'est vraiment intéressant de pouvoir utiliser les deux. Mais il a fallu apprivoiser tout ça. Moi, je l'ai senti vraiment vers 35 ans, oui, tout à fait. Et ça m'a appris vraiment à me poser, à être plus tempérée. Et du coup, je peux aller plus loin parce que le côté feu du bélier, on y va, mais on réfléchit pas, donc c'est des petites choses. Alors que là, on réfléchit bien les choses et on peut faire des plus grandes choses et pour aller plus loin. Donc, je le vis vraiment comme ça aujourd'hui. Ce serait mettre l'impulsivité au service de la raison, en fait, quelque Finalement, part. tout Hein. à fait. Hein, Oui, donc c'est un bon exactement. Ouais, équilibre. c'est un bon équilibre. Et en amour, alors, on dit que le bélier est un être passionné, voire exalté, Mhm, qui aime séduire, et que la Vierge, elle, est plus réservée et mhm. peu démonstrative en amour. Alors comment on fait pour être à la fois passionnée, exaltée, et puis peu démonstrative? Alors c'est un domaine pour moi qui est encore assez fragile à apprivoiser au niveau des deux signes, puisque je suis quand même assez passionnée. Mais qui dit passion dit après le soufflet qui retombe et ça peut être donc de grosses souffrances derrière. Et tempérer tout ça au jour d'aujourd'hui, je ne l'ai pas encore bien mis en place, ou en tout cas c'est pas encore bien intégré en moi. Mais voilà, il faudrait que je travaille ce côté un peu plus vierge, posé, réfléchi, pour pouvoir après vivre le côté passion qui est l'amour évidemment. Mm. C'est ça, c'est-à-dire que la passion du bélier le Mm. mène souvent sur des chemins qui, après coup, lui donnent la sensation qu'il aurait mieux fait de réfléchir. C'est ça, il y a des Tout regrets des à fait. fois? Eh bien, en fait, je peux être très impulsive, en fait. Donc, du coup, à un moment, tout peut bien se passer, comme, pouf, d'un coup, je vais réagir de façon impulsive. Donc, il y a ce côté-là encore chez moi. Côté de l'argent, on dit que la Vierge est comme la fourmi, hein, elle met de Mhm. côté, elle économise, elle est prévoyante, à contrario du bélier qui est plutôt cigale. Alors là Mhm. encore, Et oui, une fois, encore, oui. on est en plein dans la fable de La Mm. Fontaine. Comment est-ce que tu arrives à équilibrer justement ces deux aspects au niveau Mhm. financier? Alors, j'ai toujours écouté beaucoup mon intuition pour développer mon potentiel argent. Sachant que hors de ces signes, on a beaucoup manqué enfant, donc j'avais quand même ces grosses peurs du manque d'argent. Mais en écoutant mes intuitions, déjà, quand j'étais vraiment sous couvert de ce signe du bélier, ça me permettait quand même d'attirer des bonnes choses à moi. Voilà. Là, aujourd'hui, d'y réfléchir plus posément avec le côté vierge, je peux construire mieux les choses en fait. C'est moins un feu follet. Voilà, c'est un peu comme je disais tout à l'heure aussi dans les autres domaines de ma vie. Donc on va construire quelque chose de plus grand, de plus solide et de plus durable. Dans le travail, tu es très efficace parce que le bélier ascendant vierge sait agir avec rigueur. C'est ça en fait, il y a l'action et Mhm, le côté rigoureux, rapide et organisé en même mhm. temps. Ça, je trouve que Oui, c'est des qualités plutôt. Hein, oui. Mhm. donc méthodique et sans perte de temps. C'est ça qui est fabuleux. C'est ça. Alors Hein. le bélier est très réactif et très rapide. Hein, voilà, donc on peut réagir à une situation et la basculer en un quart de seconde. Chose que le vierge ne me fera jamais. Enfin, moi je sais que ma fille est vierge et elle a besoin de plus de temps, d'être dans cette lenteur, mais c'est ce qui fait que c'est constructif aussi. Et dans le travail, justement, j'ai eu besoin de me former quand même à pas mal de choses. J'avais besoin de me rassurer aussi par des connaissances, mais tout en écoutant mon intuition, mon instinct d'y aller à ma façon.
Donc souvent, j'ai aussi ce côté très explorateur, où je vais explorer les corps, je vais explorer les situations des gens pour trouver le mieux et révéler au mieux leur potentiel. Donc du coup, je pense que les deux sont vraiment intéressants, ce côté connaissance et ce côté réactionnel ou intuitif en tout cas que je mets en place, et rapidement, parce que moi j'aime pas quand les gens viennent me voir pendant des années et des années. J'aime qu'ils se prennent en main, qu'ils avancent pour eux, et après ils ressentent s'ils ont besoin de revenir, et ils sont autonomes dans leur vie. Alors tu dirais qu'aujourd'hui, par rapport justement, parce que le thème astrologique est un thème de naissance et qui évolue avec les expériences, tu dirais quoi aujourd'hui? Tu as trouvé l'équilibre? Tu te sens en harmonie? Je pense que oui. Sur le côté argent, j'ai trouvé l'équilibre où je sais utiliser ses forces. On a toujours à travailler des choses, bien sûr. J'ai aussi surmonté beaucoup mes peurs du manque d'argent parce que c'était quelque chose de familial et de très lourd. J'y travaille encore parce que c'est quand même un travail du quotidien quand on a des faiblesses comme ça. Mais c'est là où j'ai le plus grandi. C'est un domaine que j'ai dû vraiment travailler, faire sauter ses souffrances et ses limitations pour vraiment grandir. Et j'aime accompagner en plus d'ailleurs du coup les personnes sur ce que j'ai vécu et transcender tout ça pour pouvoir avancer et finalement révéler nos potentiels. Oui, finalement, moi, ce qui me vient, c'est que le fait d'avoir des signes opposés, quelque part, ça te nourrit, ça t'enrichit, ça te permet d'être plus à l'écoute et de mieux comprendre peut-être les autres, finalement, dans les extrêmes. Oui, parce que j'aurais pas eu ce côté vierge, j'aurais pas su me poser vraiment durablement, être à l'écoute, faire les choses voilà, vraiment structurées aussi. Oui, il y a ce côté empathique et écoute, du coup, et le côté où je vais les aider, ça c'est plutôt mon énergie bélier. Bon, allez, on y va maintenant, on lâche nos casseroles et on avance, on y va pour de nouvelles aventures positives. Céline, où est-ce que tu es née et que représente la ville où tu es née pour toi? Je suis née à la Seyne-sur-Mer, dans le Var. Oh, c'est une ville qui représente beaucoup. J'y ai vécu jusqu'à 16 ans. Dans un petit quartier populaire, on va dire, oui. Donc on se connaissait tous dans ce quartier-là. Donc c'était un quartier très humain, très familial. Il y avait mes grands-parents pas loin. Donc oui, c'est toute ma vie, en fait, de ma naissance. J'étais gravement malade à 3 ans. Donc j'ai vécu beaucoup de choses. Le divorce de mes parents qui a été douloureux. Mes grands-parents qui étaient très présents et ma grand-mère très importante pour moi. Et cette ville qui était très belle, les plages. Et surtout, la symbolique des deux frères, c'est deux rochers dans la mer, sur la plage des Salettes, où tous les Seinois connaissent. Et c'est notre symbolique très forte qui est très importante pour nous. L'énergie de l'eau, l'énergie de la plage, l'énergie du vent, puisque dans le Var, forcément, il y a du Mistral. Et voilà, donc c'est tout une ville qui me caractérise beaucoup, qui m'a fait naître, qui m'a vu grandir. Donc pour moi, c'est quelque chose de très important. Jusqu'à quel âge tu as vécu là-bas? 16 ans. Après, je suis allée dans une autre ville à côté, à Sifour-les-Plages. Mais pour moi, voilà, la Seine, c'est vraiment voilà, une ville de construction. Ouais. Quelle est l'origine de ta famille? On va dire ton histoire familiale s'inscrit dans quelle culture? D'accord. Alors mon nom, Adjaj, déjà, fait partie des pieds noirs, des juifs pieds noirs. Mais c'est très tabou de parler de ce nom-là. Mon père, qui s'appelle Adjaj, a été élevé par sa maman. Donc ça a été le premier enfant d'un premier lit. Puis après, ma grand-mère a eu 2 autres enfants d'un autre monsieur, de son deuxième mari. Et on ne pouvait pas parler d'Adjaj, quelle origine, d'où il venait, etc. Pourtant, le père de mon père, donc j'ai très peu connu, je l'ai vu qu'une fois dans ma vie, je crois, habitait dans la même ville que ma mère, donc, et je ne l'ai jamais vu, donc c'est intéressant. C'est ce qui m'a permis, je pense aussi, de travailler sur tout ce qui est mémoire cellulaire et de savoir tout ce qui était transgénérationnel, qu'on pouvait porter sans le savoir. Et je me sens quand même, même si je suis plutôt de religion catholique, je sens qu'il y a quand même vraiment du sang juif, ou en tout cas du sang de Méditerranée qui est là. De la part de ma mère, c'est vraiment pure souche français. Voilà, elle s'appelle Doursin, donc pure souche français, même état de noblesse, etc. Donc voilà, eux, c'est vraiment très France. Du côté de mon père, justement, sa maman était italienne aussi, donc voilà. Mais non, on a vraiment vécu, comme j'ai vécu en plus avec ma maman, donc plus vraiment le côté français, provençal, voilà. Plus dans ce côté et ces valeurs-là. Et quel genre de petite fille étais-tu?
J'étais une petite fille très timide, alors très timide, très réservée. J'ai été malade à 2 ans et demi, 3 ans, donc j'ai passé mon anniversaire de mes 3 ans d'ailleurs à l'hôpital, où j'ai eu une pleurésie virale suite à un vaccin. Donc j'ai failli en mourir. Alors est-ce que c'est pour ça que j'étais timide ou j'étais timide avant, je ne sais pas. J'étais assez réservée, assez en retrait. Et ma mère me disait toujours, elle est très sage, elle ne bouge pas, et c'était le cas. Mais le fait qu'on me mette cette étiquette aussi, bien forcément, ça me cantonnait un petit peu aussi là-dedans. Donc j'étais vraiment assez réservée. Tu as eu des frères et sœurs? Tu étais fille Oui, unique? donc j'ai 2 grandes sœurs, donc du même mariage, et après une demi-sœur et un demi-frère du côté de mon papa. Donc Oui. tu es l'aînée. Non, je suis la plus petite des 3 sœurs, voilà, la plus petite, oui. Et comment se passaient tes relations avec elle? Ah, c'était très intéressant. Ma sœur aînée a été un peu ma deuxième maman, puisque ma maman travaillait beaucoup. Elle a divorcé, j'avais 7 ans, donc elle était seule avec 3 filles, du coup, avec ses 3 filles, donc elle travaillait beaucoup. Et ma sœur aînée s'est occupée de moi comme un petit peu une deuxième mère. Ma sœur, ma deuxième sœur, du coup, c'était plus le côté amusant, rigolo, voilà, beaucoup de complicité aussi. Donc, on était toutes les trois très très solidaires du fait que l'absence des parents finalement était là. Les grands-parents prenaient un peu le relais, mais du coup, on était très très solidaires. Enfants, adolescents, voilà, on a été vraiment comme un cocon toutes les trois. Et comment était ta relation avec tes parents? Alors, la relation avec mes parents, j'étais très proche de mon père. Moi, depuis la naissance, c'était vraiment mon papa. Mon papa, il travaillait tôt le matin, il était facteur, et il arrivait vers 13 heures. Alors, j'attendais mon papa pour faire la sieste avec mon papa, très très fusionnel avec lui. Donc, quand ils ont eu divorcé, quand j'avais 7 ans, pour moi, c'était très difficile parce que c'était un vide énorme. Et ma mère, je ne l'avais jamais trop approchée. C'était une dame qui criait beaucoup, qui était très exigeante, très maniaque, et c'était très difficile. Moi, je suis très sensible au niveau des oreilles. Et pour moi, c'était très très difficile d'entendre ces cris. Donc je pense que c'est pour ça qu'avec mon père, c'était beaucoup plus calme aussi. Donc je ne l'ai jamais trop approché. On avait très peu de dialogue avec mes parents, beaucoup de non-dits. Mon père est parti, je ne l'ai pas su. Donc pour moi, j'ai cru qu'il était mort. Et finalement, c'est au gré d'une conversation où j'ai entendu ma mère parler à quelqu'un qui disait on est en train de divorcer. Mais je l'ai appris comme ça. Donc il y avait très peu, voilà. Puis en plus, à l'époque, on ne savait pas comment parler aux enfants. C'est même pas qu'ils le faisaient exprès, mais c'est qu'on ne savait pas simplement parler aux enfants. Donc avec mes grands-parents aussi, c'était peu de discussions, beaucoup d'amour avec ma grand-mère. Donc ça m'a construit beaucoup. Les dialogues, ça a plus été avec mes amis. Très petite, je me suis entourée d'amis. Ma première copine de classe à la maternelle, c'était Caroline. D'ailleurs, on s'est retrouvés il n'y a pas longtemps. Donc c'est très important parce qu'on a évolué vraiment dans le même sens. Donc c'était très, très rigolo de se revoir toutes les deux. Et voilà, je me retrouvais vraiment dans mes amis par rapport à tout ce qui était vécu. J'ai toujours eu des amis très proches avec qui j'ai discuté. Beaucoup de copines qui s'appelaient Céline, c'était la mode, hein, ce prénom Céline à l'époque. Et voilà, beaucoup de discussions. Puis après, mon premier chéri de mes 10 ans en sixième, Sébastien, avec qui je suis toujours en contact maintenant. Et voilà, là, ça a été vraiment quelqu'un d'important parce qu'il avait une vie aussi où il souffrait beaucoup. Puis c'était un peu, on se retrouvait un peu pour être dans notre cocon, tous les deux, discuter. Donc voilà, j'étais vraiment entourée. Je me suis beaucoup nourrie de personnes diverses et variées qui m'ont suivie tout le long de mon enfance et de mon adolescence. Et cette enfance, tu en as quel souvenir heureux? Beaucoup de souffrances qui m'ont construite, hein, puisque les souffrances construisent beaucoup. Bon, déjà de par la maladie que j'ai eue, de par cette timidité qui était lourde à vivre aussi, puisque j'étais plus en spectatrice des vies des autres, mais ça m'a permis aussi d'analyser aussi beaucoup les gens. Je ne comprenais pas ce que je faisais sur Terre, en fait, quand je suis arrivée. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais ici? Mais c'est quoi tous ces gens, mes parents, pourquoi j'ai des parents comme ça? Je me posais plein de questions, voilà, j'analysais beaucoup, d'où mon retrait, je pense aussi. Oui, je me suis construite sur beaucoup de souffrances, on a beaucoup souffert, on a beaucoup manqué, autant d'argent pour manger, etc. Mais très fière en tout cas, parce que c'est ce qui m'a construit ce que je suis aujourd'hui. Donc c'est une richesse qui passe par des douleurs, mais qu'on fait grandir et qu'on transforme pour après pouvoir accompagner les autres aussi. Qu'est-ce que tu reçois de tes parents que tu n'as pas peut-être compris à l'époque, mais qu'aujourd'hui tu ressens comme un cadeau qui t'a été fait dans cette éducation? Dans mes parents. Ouais.
Beaucoup de choses parce que finalement leur absence, qui a pu créer peut-être un vide à un moment donné où je me suis sentie seule, m'a permis aujourd'hui d'être qui je suis vraiment. Donc comment se construire, comment être autonome, comment se débrouiller, comment avancer dans la vie et comment ne pas reproduire ce par quoi ils ont dû passer parce que la vie n'a pas été facile, elle n'était pas facile la vie de toute façon. Donc pour alléger au maximum et vivre une vie heureuse. Donc ils m'ont apporté ça. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont pu m'apporter d'autre Mon père, je me vois aujourd'hui dans le même, pas mal de traits de caractère qu'on a en commun et un petit peu aussi notre humour un peu sarcastique de temps en temps. Et quand la famille me voit, ils me disent mais t'as le même humour que ton père alors que t'as pas vécu avec et il y a vraiment des traits. Voilà, mon père aussi est quelqu'un de travailleur qui a envie d'avancer, qui avait envie d'évoluer, qui avait envie voilà, d'avancer dans sa vie professionnelle et c'est vrai que j'ai un peu cette force-là aussi. Ma mère m'a apporté beaucoup aussi. J'ai vécu avec elle toute ma vie, hein, toute mon enfance jusqu'à mes 21 ans. Et finalement, elle a beaucoup souffert de devoir élever toute seule ses 3 filles, peur de ne pas y arriver, peur de manquer, puisque au début on manquait, on mangeait pas tous les jours, enfin c'était compliqué quand même. Et beaucoup de peur, beaucoup de souffrance. Elle vivait beaucoup sa vie au travers de souffrance, parce qu'elle se limitait énormément. Elle ne se croyait pas en elle, donc les seules choses dans lesquelles elle a cru, c'est elle savait bien faire le ménage parce qu'elle était maniaque, donc elle a monté son entreprise de nettoyage. Mais il fallait le faire quand même, de monter une entreprise de nettoyage toute seule, travailler avec des syndics, voilà, donc des choses comme ça. Elle m'a appris voilà, beaucoup de valeurs, du travail aussi, de valeurs de persévérer. Et elle m'a apporté beaucoup ses peurs, évidemment, puisque ça faisait partie du package. Mais moi, j'ai pas voulu ça, cette souffrance, vivre au travers de cette souffrance tout le temps et de ces peurs. Donc je m'en suis servi pour me dire, mais moi je veux vivre autrement. Je veux bien sûr avancer, mais pourquoi souffrir autant? Je suis sûre qu'il y a d'autres solutions. J'ai creusé ça. C'est ça. Donc en fait, ta mère t'a montré ce que tu ne voulais pas être. Voilà, exactement. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. D'accord. Donc ça permet de creuser. Qu'est-ce que c'est pour toi être une maman ou une bonne maman? Ah, c'est un beau sujet d'être maman. Un beau sujet qui n'a pas toujours été simple pour moi en tout cas parce que mes grossesses se sont super bien passées, ça j'ai eu de la chance. Et dès l'accouchement de mon premier, donc de mon fils, tout est remonté. C'est comme si on ouvrait un couvercle de quelque chose de très sombre pour moi. Donc j'ai eu une dépression postpartum difficile, mais l'accouchement avait été très difficile aussi. On me disait oh t'es une mauvaise mère en rigolant, moi je le prenais au pied de la lettre, je pleurais pendant 6 mois, donc c'était très compliqué, ça me faisait remonter tellement de choses, comment être une bonne maman, pourquoi mon corps change, parce que après l'accouchement le corps se métamorphose complètement, je m'attendais pas à ça. Donc beaucoup de choses douloureuses qui sont remontées mais qui m'appartenaient sûrement pas. Donc ça a été un départ un peu chaotique. Et puis après j'ai commencé à comprendre qu'est-ce qu'était être une bonne maman, faire confiance aussi à qui j'étais pour devenir une bonne maman. Donc quand j'ai eu ma fille, ça a été beaucoup plus simple finalement, puisque je connaissais déjà ce métier-là. C'est comme un métier hein, finalement. Et ça a été un épanouissement énorme. C'est vrai qu'avec mes enfants, j'ai cette chance aujourd'hui où on parle de tout, on se respecte, on est vraiment dans le laisser-être des uns des autres, où on peut parler de tout, on peut avoir nos points de vue différents, c'est pas pour ça que c'est mal, et on avance. Je leur ai toujours fait beaucoup confiance. Je leur ai mis très peu de règles, mais c'était des règles importantes, donc il fallait quand même qu'il y ait un minimum de cadre. Mais par contre, s'ils y dérogeaient, ça c'était, ils savaient que ça allait tomber, donc ils l'ont fait une fois ou deux pour tenter un petit peu, mais voilà, ils avaient vraiment beaucoup de liberté et ils savaient qu'il voilà, y avait des règles quand même à ne pas dépasser, bien sûr. Et du coup, ça s'est toujours bien passé. Ça a toujours vraiment roulé entre nous trois et on est très pas fusionnel, je dirais pas ça parce que ça serait pas une énergie équilibrée, mais en tout cas très proche dans le respect des uns et des autres. Oui, en fait, la clé de ce que j'entends, c'est d'être soi Mm. ensemble. Exactement. Et au travers de l'humour. Alors moi j'ai beaucoup du coup mis de l'humour dans ma vie. Je trouve que l'humour, pour faire passer beaucoup de choses, même quand les situations sont lourdes, on fait des choses avec l'humour, on le dit avec humour et ça passe et justement ça ouvre aussi pour en discuter et pas rester oui tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, dans quelque chose de sérieux. Non, la vie n'est pas sérieuse, la vie est joyeuse et donc passons les choses dans l'humour pour faire passer les messages. Ça permet de ne pas être dans le reproche. Absolument, oui, tout à fait. Ça permet de mettre de la distance entre la personne et l'acte.
Pour toi, qu'est-ce que c'est que vivre en couple? Quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour que ce couple puisse grandir en harmonie, en joie, en amour, enfin, voilà. C'est une question très intéressante aujourd'hui pour moi, puisque je viens de me séparer. Donc, c'est vrai que c'est un vaste sujet. Pour moi, le couple fait résonner beaucoup de failles. Moi, ce que j'appelle la résonance des failles. J'ai fait une petite vidéo d'ailleurs là-dessus, la résonance des failles, où finalement on est en miroir l'un avec l'autre et finalement on crie nos failles à l'autre, on lui reproche, mais c'est nos propres failles et nos propres blessures qui remontent. Donc pour moi, le couple, même s'il y a de l'amour, ça peut être compliqué et souffrant. J'ai gardé très longtemps cette croyance que pour moi, l'amour était égal à une souffrance. Donc c'était un domaine difficile et éprouvant. Aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé sur moi et j'ai appris à m'aimer aussi, puisque travailler sur soi, c'est bien, mais si on ne s'aime pas, c'est compliqué de créer un lien et une relation durable. Et je pense que... Qu'est-ce que ça veut dire s'aimer? S'aimer, c'est vraiment, pour moi en tout cas, ne plus se porter de jugement déjà, ce qui est déjà un grand pas, ne plus se porter de jugement. Et ouvrir son cœur. Alors je crois que au début, j'y arrivais pas. Je comprenais pas ce que ça voulait dire, ouvrir son cœur, aime-toi. Tout le monde me disait ça, mais j'ai fait beaucoup de méditation, j'ai beaucoup travaillé sur l'énergie du cœur, évidemment, mais je sentais qu'il manquait quelque chose. Et un jour, j'ai lu, récemment d'ailleurs, un article. Il disait, mais pour ouvrir vraiment son cœur, il faut aussi se connecter à la source. Et ça, pour moi, ça a été complètement révélateur et vraiment beaucoup plus grand. Parce que si on nourrit son cœur, c'est une chose, mais si on n'est pas relié à quelque chose de plus grand et une énergie qui peut nourrir, puisqu'on est tous en interaction aussi. Donc on peut le nourrir finalement que faiblement, ce cœur-là. Donc c'est vraiment se nourrir, vraiment nourrir son cœur, se connecter à la source et aux autres aussi, évidemment, puisqu'on est en interaction. Et le couple en fait partie. Et le but du couple, c'est de s'aimer, s'aimer, se respecter, pareil que dans la relation avec les enfants ou autres, et d'être dans le laisser-être, mais c'est pas toujours facile. Ce que l'on ne se donne pas à soi-même, est-ce qu'on peut le vivre? Tu vois, on peut l'attendre, mais est-ce qu'on peut le vivre? Je pense pas. Je ne pense pas parce qu'on est dans une attente et on est dans un vide qu'on n'a pas, donc finalement en nous, et qu'on recherche chez l'autre. Et c'est là où justement les failles, quand je dis la résonance des failles, ça ressort et c'est là que ça ne va plus finalement. Parce que on fait remonter nos blessures plutôt que de nourrir quelque chose d'intéressant et de partage. Voilà. Pour moi, le couple, c'est vraiment, on est nourri, on est plein de ce qu'on est. Bien sûr, on a toujours des choses à travailler, évidemment. Mais le but, c'est aussi de s'aider à évoluer ensemble et et ce qui est déjà là. Et puis, s'il y a des choses qui ne sont pas encore là ou s'il y a des blessures, on est là aussi pour aider à évoluer et avancer ensemble. Oui, pour toujours se connecter encore plus. C'est ce qui crée une relation pour moi forte. Donc tu as quitté ton compagnon, tu t'ouvres à une nouvelle existence, une nouvelle page de vie. Tu sens qu'aujourd'hui, comment dire, ton regard a changé sur l'homme? Oui, déjà même quand j'ai divorcé, donc déjà après mon mariage, où quand on se marie à 20 ans, 25 ans, voilà, on évolue tellement différemment. Voilà, donc forcément, c'est compliqué que de rester en évolution ensemble. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc là, je savais déjà ce que je voulais plus. Donc, mais je ne savais pas forcément ce que je voulais. Maintenant, je pense que je sais ce que je veux parce que j'ai vraiment travaillé sur moi, construit aussi des piliers de fondation qui sont propres à moi et qui n'étaient pas forcément là encore. Quand j'ai connu mon compagnon avec qui je viens de me séparer, on s'est beaucoup... soutenu et protégé. C'était plus une relation de protection. Donc d'être là l'un pour l'autre et de penser ses blessures finalement. Voilà. Donc aujourd'hui, je pense que la relation doit être au-delà de ça. C'est-à-dire, on n'est pas là pour penser les blessures de l'autre, on est là vraiment pour partager quelque chose de grand. Quel compagnon serait le compagnon juste pour toi aujourd'hui? Quelle qualité il devrait avoir? Alors, j'en ai aucune idée. Parce que, bon, déjà, c'est un peu tôt pour moi, certes. Mais je ne peux pas le savoir parce que je pense que je vibre ce que je vibre aujourd'hui. Demain, j'aurai encore grandi. Et peut-être que la personne arrivera et me correspondra à ce moment-là. Mais c'est compliqué de dire telle qualité, de catégoriser. Forcément, il y a tellement de choses dans une personne. Il y a tellement de choses.
il y a peut-être des choses auxquelles on ne pense pas qui peuvent être enrichissantes pour nous dans cette personne-là. Mais en fait, il faut à la fois reconnaître et être reconnu parce que ça ne peut pas se vivre de manière unilatérale. C'est une rencontre, une alchimie qui nous dépasse. C'est même pas un choix qu'on fait Je finalement. pense que c'est une alchimie, c'est une relation, c'est aussi une communication. Ça, je trouve que c'est important aussi, la communication, verbale ou non verbale, mais une communication et une évolution ensemble. Voilà. Regarder dans la même direction en fait. Voilà. Tu as eu quel parcours scolaire? Bac A1, donc A1 c'était lettres et maths. Lettres et maths niveau S. Alors je n'aimais pas la physique et la chimie, mais j'adorais les maths. Donc j'ai choisi ce parcours-là. Et puis finalement, après, j'ai fait langue étrangère appliquée à la fac, ce qui est complètement différent. Et la seule en France à faire allemand et espagnol. Donc je suis montée à Nice, justement, faire donc ces études-là, parce qu'il n'y avait que l'université de Nice qui m'acceptait sans l'anglais. Et pourquoi as-tu choisi les langues? J'ai adoré l'allemand. Alors j'ai fait allemand en première langue. Et cette prof d'allemand qui était venue nous faire un cours découverte en CM2, c'était pour moi la femme que j'aurais voulu être dès que je l'ai vue quand j'étais en CM2. Et ça a été ma prof au collège après. Donc d'ailleurs, je l'ai recherchée, je ne l'ai pas retrouvée malheureusement. Et elle m'a vraiment inspirée. C'était une femme très très inspirante pour moi. Et je disais, je veux être comme cette femme, inspirante, chic aussi, de la prestance. Voilà, elle avait de la prestance. Et donc j'ai fait langue étrangère appliquée, j'ai beaucoup aimé cette langue qui était l'allemand et puis l'espagnol, donc du coup je me suis orientée là-dedans. J'aurais voulu être interprète à un moment. Et puis quand j'ai fait après la fac, ça ne m'a pas plu du tout. Voilà, c'est quelque chose où je ne me suis pas retrouvée du tout, donc j'ai arrêté. Tu as pris quelle orientation après la fac? Alors ça a été un pur hasard, mais comme quoi le hasard fait quand même bien les choses, puisqu'il n'y en a pas. J'ai fait des remplacements de secrétaire médicale pendant un an où j'ai remplacé une personne qui était en congé maternité tout simplement. Donc j'ai travaillé avec des médecins, kinés, infirmiers, etc. Et lorsque des commerciaux dans le domaine pharmaceutique passaient pour présenter les médicaments, les compléments alimentaires, je leur disais que je cherchais un travail, je ne savais pas trop ce que je voulais faire, mais que je cherchais dans ce domaine-là. Puis un jour, une des déléguées médicales vient me voir et elle me dit écoutez, nous, on a un poste qui est en train de se créer. Et donc, j'ai été embauchée pendant 15 ans dans un laboratoire de compléments alimentaires énergétiques. C'est comme ça que j'ai commencé à toucher à l'énergétique et que je suis rentrée dans la médecine chinoise et tout ce côté médecine douce. Donc, par hasard, mais ça m'a tout de suite passionnée. Ça m'a tout de suite aussi pris à travailler sur moi et à vouloir évoluer. Et puis, lâcher mes limitations, lâcher mes souffrances et avancer. Donc j'y suis rentrée vers 24-25 ans. Et après, j'ai pu quitter, alors oui, j'ai quitté le labo évidemment, mais j'ai pu quitter le domaine de l'énergétique et des médecines douces. Et après, je suis devenue psycho-énergéticienne en 2014. Ça s'est présenté comme ça. J'aimais le lien, j'aimais le relationnel, donc même le secrétariat médical me plaisait beaucoup du coup d'être à l'écoute des gens. Mais il y avait des médecins qui me disaient toujours, ils discutaient un petit peu avec moi et puis ils me disaient toujours vous n'êtes pas faite pour être secrétaire médicale, vous allez faire beaucoup plus que ça, ils me disaient. Donc c'était très rigolo. En fait, ça se voyait, mais toi, tu ne le voyais pas encore. Pas du tout, pas du tout. Qu'est-ce qui fait que ce métier, aujourd'hui, t'épanouit? Et puis surtout, comment as-tu trouvé le courage de te lancer dans une voie qui n'était pas évidente, j'ai envie de dire, hein, puisque l'énergie, c'est pas un thème. Oui. Peut-être aujourd'hui, on en parle un peu plus, oui. mais à l'époque, voilà. Comment tu as vécu tout ça? Alors au début, quand je me suis installée, je ne pensais pas être psycho-énergéticienne. C'est rigolo. Puisque comme je sortais d'un laboratoire de compléments alimentaires, je pensais vendre des compléments alimentaires et faire quelques séances annexes en énergétique. Voilà, tout simplement. Je m'étais formée, j'avais beaucoup travaillé en médecine chinoise, en ayurveda, j'avais beaucoup étudié les mémoires cellulaires. Voilà, ça me passionnait énormément par rapport justement au fait que je ne connaisse pas mon nom, qu'il y ait plein de mémoires, de limitations en moi et dans les autres. Donc je voulais comprendre et apprendre. Et je m'étais dit, je ferai des séances énergétiques en annexe des produits que je vendrais. Et très rapidement, en fait, ce sont les gens qui m'ont dit non, mais moi j'ai tel résultat. Et moi je leur disais, mais non, vous avez fait autre chose. Alors ils me disaient, mais pas du tout, je vous vois que vous. Et ça a pris énormément d'ampleur, de bouche à oreille, très très rapidement. Et du coup, j'ai commencé à ouvrir mon cabinet. Mais je ne m'attendais pas du tout à ça, en fait. Et je grandissais aussi au fur et à mesure. J'ai toujours continué, je continue toujours de me former parce qu'en énergétique, ça bouge tellement, ça évolue tellement qu'on est obligé aussi d'être à jour énergétiquement et moi de monter en énergie de ce qui est aujourd'hui et demain, etc. pour donner le meilleur toujours.
Et ouais, je suis très accomplie dans mon travail. Je pense que j'ai toujours des choses à apprendre. Ça me fait énormément travailler sur moi aussi parce que souvent, on est en vibration. Les personnes qui viennent me voir, ce sont des choses que moi j'ai déjà vécues, que j'ai réussi à transformer positivement ou que je suis en train de vivre aussi. Et je cherche les clés. Alors moi, je suis, comme je disais tout à l'heure, une exploratrice, hein. Et j'ai vraiment besoin de ce côté clinique, aller toujours chercher. Si je devais faire toujours les mêmes séances, ça ne m'intéresserait pas. Chaque personne est différente, avec vraiment un panel de caractères, de limitations, voilà, de blocages divers et variés. Et j'ai envie, voilà, de les révéler complètement, autant au niveau physique que psychologique. Et du coup, oui, je suis vraiment très accomplie. Aujourd'hui, mon cabinet fonctionne bien parce que euh, je ne me permets pas d'avoir des limitations qui pourraient me freiner. En tout cas, voilà, aujourd'hui, j'arrive à en vivre parfaitement. J'ai eu cette chance finalement que quand j'ai commencé, si je n'en vivais pas, eh bien, ça aurait été très compliqué pour moi et mes enfants. J'étais toute seule avec eux. Et finalement, je ne me suis pas donné le choix de ne pas y arriver. Voilà. Donc, pour moi, il fallait que j'y arrive. Voilà. Je pense que c'est là toute la différence. Et pour toi, l'énergétique, ça a été naturel quand tu as rencontré donc ce laboratoire. Enfin, c'était comme si c'était évident pour toi. Comment ça se fait? Alors tout le monde me disait, mais Céline, pourquoi tu ne te montres pas thérapeute? Et moi, je n'avais pas conscience du tout de tout ce que j'avais emmagasiné. Quand j'étais dans ce laboratoire, les médecins, les thérapeutes m'appelaient pour me demander des conseils, c'est moi qui leur répondais sans problème. C'était en moi. C'est comme si on te dit, mais tu te rends compte, tu as la chance de respirer. Mais respirer, c'est normal, non? Puisqu'on vit avec, et sinon on ne peut pas vivre. Et là, c'était la même chose. On me disait, mais Céline, tu es thérapeute. Et je me suis dit, mais on me dit ça, mais en fait, on me dit quelque chose, pour moi, c'est naturel. Et là, il n'y a pas longtemps, un ami qui me dit, finalement, c'est un don que tu as. Et ça m'a choquée. Je me suis dit, mais non. Puis après, ça a fait son chemin. Et j'ai dit, mais en fait, oui, il a raison, puisque certains font des séances presque identiques à moi, ils n'ont pas les mêmes résultats. Donc il y a effectivement ce côté connaissance que j'ai besoin, sur lesquels j'ai besoin de m'appuyer, évidemment, sur ces supports-là. Mais il y a aussi le côté du don aussi, du magnétisme, ou de ce côté aussi clinique exploration que j'ai. On a tous, comme tu dis très bien, nos talents et nos forces. Et le but, c'est de les allier avec l'apprentissage, évidemment, puisque des fois, on a besoin de connaissances, et de développer ça. Comment ça se passe avec toi, une séance? Alors, une séance, la personne vient en cabinet, ou ça peut être aussi à distance. Donc elle vient en cabinet, elle m'exprime ce qui va pas, ce qu'elle voudrait changer, améliorer, ou en tout cas lâcher aussi. Ça peut être physiquement ou émotionnellement, hein, évidemment. De bébé à 95 ans, puisqu'on redonne une énergie qui va réguler le corps, donc il n'y a pas de contre-indication possible. Et alors ça, c'est ce que me disent les gens, donc c'est le haut de l'iceberg. Et après, moi, je vais tester le corps vraiment. Et quelquefois, je dialogue avec le corps, on dirait. Et quelquefois, c'est vraiment un autre message qui sort, qui est beaucoup plus profond. Et c'est ça qui va régler finalement le haut de l'iceberg. Mais finalement, on va aller vraiment chercher la cause de ce qui a créé cette problématique, qui n'appartient pas toujours à la personne aussi. Ça peut être aussi des mémoires qu'elle ramène d'autres vies ou de mémoires transgénérationnelles. C'est pour ça que ce n'est pas aussi de l'ordre toujours de la compréhension. Et c'est très bien, d'ailleurs. Et les personnes qui sont prêtes à lâcher tout cela, il y a de belles révélations. C'est le plus beau cadeau de ma vie, c'est de les voir évoluer. Tu parlais que l'énergie bouge tout le temps, qu'il faut donc la réadapter quelque part, parce que tout à fait. En formation, tu nous disais que les soins de médecine chinoise, quelque part, étaient toujours opérationnels, mais il fallait quand même y apporter l'énergie d'aujourd'hui. Une actualisation, oui, tout à fait. Comment ça se passe, une actualisation? C'est une inspiration aussi? C'est une canalisation? Il y a aussi ça. C'est-à-dire que médecine traditionnelle chinoise, Ayurveda, toutes ces médecines ancestrales, hein, là j'ai vu d'ailleurs un yogi tibétain, c'était très intéressant. Donc il y a vraiment ces médecines qui sont là, ancestrales, etc. Mais on est dans une énergie d'aujourd'hui, de 2020, là, et c'est complètement différent. Donc c'est important de l'actualiser parce que sinon elle est limitée. En fait, aujourd'hui, on est ouvert vraiment à d'autres dimensions. Si on ne prend pas cette envergure multidimensionnelle, on réduit finalement l'énergie au corps physique de la personne ou émotionnel simplement, alors qu'il y a vraiment toutes ces dimensions-là. C'est ce qui fait la force de la psycho-énergétique PCH, donc cette méthode que j'ai créée, parce que justement, il y avait des méthodes un petit peu partout, mais voilà, moi j'avais besoin de cette méthode globale où on appréhende le corps, la personne,
les mémoires transgénérationnelles ou karmiques, mais encore au-delà de ça. On parle d'ouverture sur d'autres dimensions. Je ne sais pas comment chacun peut le vivre. Dans mon cas, le fait d'être venu te voir, ça m'a donné la sensation d'avoir un horizon ouvert. Tout à fait. Tu vois, donc complètement. Sans doute qu'il y a eu des ouvertures sur d'autres plans de ma conscience. Absolument. Mais sur le plan mental, ça ne se, enfin chez moi en tout cas, ça prend pas forme. J'ai pas d'image. Je peux pas dire ah tiens j'ai atteint cette dimension, elle est colorée Absolument. ou je sais pas quoi. Absolument. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent le faire. Il y a des gens qui ont peut-être le talent de pouvoir visualiser, ramener ces autres dimensions sous forme de tableau ou sous forme de je sais pas, de chant ou autre. Moi, c'est peut-être plus les mots, mais c'est plus sous la forme créative humaine que ça va se matérialiser, mais je ne peux pas vraiment témoigner de ce que sont les autres dimensions. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est troublant. Eh bien, on ouvre les dimensions, mais il ne faut pas oublier qu'on a les pieds sur Terre. Hein. Voilà, on habite sur la Terre, on est des êtres humains incarnés. Donc ça, il ne faut surtout pas l'oublier. Donc revenir à son corps. Et on n'a pas besoin de comprendre, parce que l'être humain veut tout comprendre. Et il faut vraiment sortir de ce mental. C'est pas ça finalement, c'est finalement qu'est-ce qu'on vibre aujourd'hui. Après les séances, c'est qu'est-ce qu'on vibre, qu'est-ce qui nous rend plus conscients pour avancer dans notre vie, avec les pieds sur terre et la tête dans le ciel, mais ce juste équilibre-là. Parce qu'on est vraiment, le lien entre les deux. Et on a besoin vraiment de cet équilibre-là pour avancer. Finalement, c'est quoi notre vie aujourd'hui? C'est quoi notre mission? Notre mission, c'est d'être le plus heureux possible et de s'ouvrir dans la joie le plus possible pour après continuer notre vie où on sera encore plus joyeux et évoluer et s'ouvrir à d'autres choses. Souvent, on a peur de s'ouvrir parce qu'on a peur de souffrir aussi. Tout à fait, complètement. Donc, c'est un travail que tu dois certainement être amené à faire aussi, c'est d'aider les gens à ne plus avoir peur de s'ouvrir. De nombreuses personnes ont du mal à cette capacité à recevoir. Donc, recevoir, parce que pour eux, recevoir, ça veut dire la souffrance. Mais pas du tout. En fait, on a mis aussi des jugements. Ça, c'est souffrance, ça, c'est pas souffrance. En fait, on confond aussi beaucoup intensité et souffrance. Alors que la conscience est très intense. Elle n'est pas souffrance, mais il y a beaucoup de confusion là-dessus. Le corps va vibrer, il va sortir, libérer des choses qui peuvent être souffrance, parce qu'on a tellement mis de jugement dans le mot souffrance, mais c'est pas souffrance, c'est surtout intense. Donc le corps peut vibrer. On n'est pas fait en sucre, hein, il ne faut pas l'oublier. Alors en France, on est très douillé par rapport aussi aux autres médecines orientales où ils sont quand même plus, eux, ils sont plus quand même dans le côté dur quand même. Mais donc nous, la moindre chose, ah mon Dieu, qu'est-ce qui nous arrive? Non, c'est vraiment libérer des choses, donc ça peut passer par des côtés intenses pour vraiment s'ouvrir et s'alléger. Le côté intense, ça peut passer par des larmes, mais aussi par des rires. Hein, bien sûr. C'est là où on nettoie finalement le plus, je pense, par le rire. On a toujours aussi cette croyance que quand on travaille sur soi, il faut pleurer. Il faut pleurer, il faut souffrir. Et ben non, il y en a qui le passent par des éclats de rire. Et c'est aussi une forme de décharger les choses. Il y en a qui vont passer aussi par dormir. Oui, aussi, oui. Ça peut être ça. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose par rapport à ton activité ou par rapport à justement une notion que tu voudrais partager? Oui, ce que je voudrais partager sur mon activité, c'est vraiment, ça évolue sans cesse. Donc une séance que je fais aujourd'hui sera sûrement différente de la séance que je ferai dans 2 ans. Parce que je fais bouger les choses et je suis l'énergie, donc forcément. Et puis les personnes qui viennent aussi ont changé d'énergie. Et donc du coup, tout évolue. Quelle est, Céline, l'épreuve que tu as traversée et qui, aujourd'hui, s'est révélée être un cadeau? Une très très belle épreuve, très intense épreuve, évidemment. Comme je disais, où j'ai travaillé pendant 15 ans dans ce fameux laboratoire de compléments alimentaires énergétiques. C'était une entreprise familiale. Alors moi qui avais une famille éclatée, parents divorcés, comme par hasard, j'étais rentrée dans ce laboratoire où le directeur était le père et le directeur financier était le fils. Donc je retrouvais ce cocon familial qui m'avait tant manqué, puisqu'en plus mon papa n'était pas là et je vivais avec beaucoup de femmes. Et là, j'étais dans une entité finalement de référent homme qui m'avait manqué. Donc on attire toujours des choses pour se nourrir aussi. Donc ça a été une super aventure pendant 15 ans où vraiment j'ai été passionnée. Je travaillais jour et nuit puisque c'était pas un travail pour moi. Donc voilà, j'adorais ce que je faisais. Et ce burn-out est arrivé où d'un coup tout a basculé. L'énergie a basculé complètement. Où je me suis sentie mal, ça n'allait plus. Le directeur avec qui ça se passait très bien, il me disait mais tout ce que vous faites ça ne va plus.
Et moi, j'étais seule avec mes enfants, donc la peur du manque qui me revenait d'enfant, évidemment. Je ne peux pas lâcher ce travail puisqu'il faut que je gagne ma vie pour nourrir mes enfants, etc. Et à un moment, ça a duré 1 an où j'ai été très très mal. Et à un moment, j'ai fait un burn-out où je ne me suis plus levée le matin. Donc ça a été très douloureux. Parce que je m'étais toujours dit, si je fais des enfants, je ne voudrais jamais qu'ils manquent de rien. Parce que moi, j'avais beaucoup manqué, je ne voulais pas leur faire vivre ça. Et là, qu'est-ce qui m'arrivait? Paf, je ne pouvais plus aller travailler, donc mes peurs du manque qui arrivaient. Donc ça a été vraiment ressortir tout ce que je redoutais. Et pendant 1 an, j'ai été donc en arrêt complètement, hein, je ne pouvais plus me lever, épuisée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, vraiment? Donc j'étais complètement, pour moi j'étais en train de mourir. Je sentais que j'étais en train de mourir, mais finalement c'était une transformation. Donc oui, ça a été vraiment énormément de difficultés à ce moment-là, mais pour une vraie naissance. Quels étaient les symptômes? Comment ça s'est passé physiquement? Physiquement, épuisement. Alors moi qui ai toujours été hyper dynamique, à avancer, là je ne pouvais même pas me lever le matin. J'étais en pyjama, je ne pouvais même pas sortir de ma chemise de nuit ou de mon pyjama, c'était impossible. Je n'avais plus d'énergie du tout. Et dès que je voulais, parce que mon mental de bélier, n'est-ce pas, voulait reprendre dessus, il faut y aller, parce que tu dois y aller, tu es toujours allé, pourquoi tu n'irais plus? Et j'avais pas l'énergie, donc pouf, je retombais aussi sec dans ça. Et j'ai eu besoin de ces 1 an pour vraiment construire les choses. L'univers m'a vraiment mis à terre pour ça. Je ne savais pas tout ce que j'avais emmagasiné, je n'avais pas conscience et analysé tout ce que j'avais emmagasiné comme connaissance, tout ce que j'étais capable d'être, de faire, et j'ai eu besoin de ces 1 an pour prendre conscience de ça. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette attitude, dans l'attitude de ces deux personnes qui t'ont amené à cette chute? C'est-à-dire dans leur comportement, dans leur attitude avec toi, le quotidien, il était chargé de quoi? Au travail? Oui. Oh, de harcèlement, complètement, de harcèlement, en plus avec des gens avec qui tout se passait bien. Donc pendant 15 ans, vous avez des gens qui vous disent tout ce que tu fais c'est superbe, et puis du jour au lendemain on vous dit tout ce que tu fais c'est de la merde. Donc du coup, moi qui avais tant besoin de reconnaissance aussi, hein, parce que le burn-out, il faut vraiment, c'est une recette particulière hein, pour faire un burn-out. Donc on a vraiment, c'est souvent les personnes qui ont manqué d'affection enfant, qui n'ont pas eu de reconnaissance, et donc là on me reconnaissait plus. Dans une ambiance qui a commencé à être difficile pour moi aussi, au niveau des assistants, des secrétaires, etc. Plus de reconnaissance, alors que vous donnez tout, finalement, en 15 ans, je vivais pour mon travail. Donc pour moi, je ne vivais pas, même si j'avais mes enfants, je mettais quand même 80% de ma vie sur mon travail. Donc du coup, effectivement, bon, donc c'est quelque chose où on ne peut pas tenir. C'est un investissement excessif. Excessif dans un désir de reconnaissance. Il manque des piliers de construction au niveau mais affectif. aussi d'insatisfaction, parce que ça veut dire que pendant 15 ans, malgré cette reconnaissance, tu n'étais pas nourrie de cette reconnaissance. On est nourri, mais c'est quelque chose qu'on n'intègre pas. C'est ça. Ça vient de l'extérieur peut-être, c'est pour ça. Parce que c'est un pilier à nous, à construire en nous. Et ça, je l'ai eu fait après, du coup. Parce que ce qui vient de l'extérieur ne peut pas nous nourrir, ne peut pas être intégré, je veux dire. C'est ça, ça ne peut pas être intégré. Parce que justement, on n'a pas ces piliers de construction qui sont en place. Et ça, c'est vraiment un réel travail en soi à faire avec la psychologie, avec la psycho-énergétique, avec voilà, des méthodes douces. Mais il y a vraiment un travail à faire de construction. Est-ce que tu es en train de dire que quand on est enfant, c'est une construction à faire avec ses parents, tout à fait, donc qui viendrait de l'extérieur, et quand elle n'est pas faite dans l'enfance, après en tant qu'adulte, elle ne peut plus venir de l'extérieur. C'est-à-dire ce que nos parents ne nous ont pas donné, plus personne ne peut nous le donner. Si, on doit se le donner nous-mêmes. Personne ne peut remplacer ce que les parents n'ont pas fait. Voilà. Personne ne peut remplacer. Alors, les parents ne nous le donnent pas, ils nous guident à construire ça, je pense. Ils nous guident à construire ces piliers de construction. Mais encore faut-il qu'ils sachent. Oui, ça je comprends bien. C'est pas pour faire des critiques par rapport aux parents. C'est pour bien comprendre, dans mon esprit, j'arrive pas à mesurer clairement la part de l'extérieur et de l'intérieur. Si tu veux, on a des piliers de fondation qui sont intérieurs à nous et les parents sont là pour nous guider à les construire. C'est ça. Voilà. Quand on ne les a pas construits parce qu'il y a eu des choses, chacun a sa vie, eh bien, on va être en quête de reconnaissance tout le temps. Donc, et du coup, c'est plus possible. On est d'accord, c'est plus possible. C'est plus possible, bien sûr, parce que les parents, ils ne vont pas venir à 40 ans nous dire... voilà. Et ça ne marche pas en plus. Et ça ne marche pas. Et donc, après, c'est à nous de faire ce travail-là pour ceux qui veulent. Parce que sinon, ça crée toujours des dépendants affectifs. Dépendants affectifs, c'est la plus grande dépendance qui existe. Hein. On parle de l'addiction. Mais la dépendance affective, c'est la plus grande addiction qui existe. Oui, parce qu'on est dans une attente inassouvie. C'est ça. Donc on a beau nous nourrir. Moi, pendant 15 ans, j'ai été nourrie et finalement, rien ne rentrait. Ou si, c'était vraiment sur l'instant.
Et après, rien. Maintenant, c'est très intéressant cette discussion parce que quand il y a eu ce retour où finalement on ne me reconnaissait plus, ça me nourrissait. Parce que c'est quelque chose que je reconnaissais finalement. Parce que tu t'étais construite là-dessus. Donc du coup, ça m'a fait remonter toute cette souffrance qui était sûrement en sommeil, peut-être. Et ces manques, ces peurs qui venaient de ma mère, de mon père, enfin voilà, de tout ce fratras qui était là. Et finalement, c'était là aussi pour être vraiment nettoyée et ça n'avait plus lieu d'être. Moi, par exemple, c'était mes pieds. Et je n'aimais pas mes pieds. Et tout le monde me disait, tes pieds, ils sont moches, ils sont coupés à la hache. Et alors, ça accentue évidemment mon complexe énorme. Et du coup, à un moment, je me suis dit, non, ça suffit maintenant de ne plus aimer ses pieds. Et donc, j'ai pris en photo mes pieds. Partout où j'allais, je prends en photo mes pieds. Ma fille me dit aujourd'hui, t'es fétichiste de tes pieds, maman, c'est pas possible. Mais ça a été ma façon de voir mes pieds autrement, avec du vernis, dans l'eau, dans le sable, enfin voilà. Donc, tu les as mis en scène. Je les ai mis en scène, complètement. Et du coup, ça m'a mis aussi en humour et en scène ces pieds qui finalement sont des pieds. Donc voilà. C'est ça, et tu les as sublimés quelque part. Tout à fait. Le cadeau, il est là, c'est de faire de ce qui, quelque part, est pointé du doigt ou qui nous alourdit, d'en faire un joyau en fait. Hein. Donc aujourd'hui, on peut dire que ce burn-out, cet arrêt, il a été un cadeau. Dans quel sens? Qu'est-ce qui s'est passé après? Eh bien, j'ai commencé à comprendre qui j'étais, à m'analyser. Pour moi, j'avais tout construit en fait sur ce cocon d'entreprise, cette entreprise, et ce cocon finalement familial que j'avais retransféré quelque part. Mais ça m'a poussée à me construire moi, finalement, à l'intérieur de moi. Et je n'aurais pas pu le faire si j'étais pas, si j'avais pas travaillé 15 ans là-bas, parce que j'ai acquis beaucoup de connaissances et j'ai beaucoup travaillé sur moi aussi. J'étais un peu la personne pilote quand il faisait des tests en énergétique, etc. Donc j'étais vraiment tout le temps dans l'énergétique. Donc j'ai vraiment appris beaucoup. Donc ça, c'est le plus beau cadeau que j'ai pu avoir. Et surtout, aujourd'hui, c'est comme si l'univers m'avait dit, arrête de prendre des piliers extérieurs et cette fois, tu fondes vraiment tes fondations à toi. Et là, aujourd'hui, voilà, comme tu disais si bien, on peut me dire quoi que ce soit. Je sais ce que je suis, je sais ce que j'ai à travailler, je sais comment évoluer et c'est complètement différent. C'est aussi inspirer les autres que se donner cette liberté-là pour soi. Et ça, c'est ce que j'ai appris aussi. Parce que je me suis donné le droit. Comment? On me disait, mais tu n'en vivras jamais. Quand j'ai ouvert mon premier cabinet dans mon village, on est venu me taper à la porte où on m'a dit, non mais ce que vous faites, ici on dit que ça ne marchera pas. Et heureusement que j'avais travaillé sur les jugements. J'avais dit, tiens, c'est intéressant comme point de vue, mais souvent c'est ceux qui sont à l'arrêt, qui n'arrivent pas à se mettre en route, qui critiquent, finalement, ils passent leur temps à juger les autres parce qu'ils ne sont pas dans une avancée de leur vie. Et surtout, ils n'oseraient pas faire ce que tu fais. Donc, et donc, tu leur rappelles qu'ils n'osent pas. Voilà, et donc ce monsieur me dit, oui, mais moi aussi on disait que ça ne marcherait pas ce que je fais, parce qu'il était électricien. Je dis, ah bon, et ça fait combien de temps alors que vous avez votre entreprise? Il me dit, 30 ans. Je dis, ben voyez, alors j'ai un super avenir. Et il est resté surpris de ma positivité. Et puis après, j'ai quitté ce petit cabinet pour avoir un cabinet plus grand, puis là encore plus grand. Donc ça peut déranger les gens, mais ça peut être aussi inspirant à un moment donné. Voilà, de ce burn-out. Donc il en sort de belles choses. Ça a été une grande souffrance, mais de belles choses. Et je remercie vraiment toutes ces personnes que j'ai rencontrées sur mon chemin, puisque c'est ce qui fait aussi que j'ai pu évoluer, changer, croire en moi. Et après ce burn-out, ce qui est intéressant aussi, c'est que durant le développement de mon activité, il y a toujours des gens qui arrivent sur le chemin pour vous porter aussi un peu, croire en nous, plus que nous finalement, ce qu'on croit en soi, et dire allez voir Céline, elle est vraiment bien. Je suis étonnée des fois des gens qui me font confiance, mais ça fait du bien aussi de ne pas être seule. On n'est jamais seul finalement. Non, jamais. Et quelles que soient les personnes qui nous font face, elles sont toutes des occasions de se connaître et de se faire confiance. Tout à fait. Voilà, qui nous poussent ou qui nous rejettent, complètement. Ils sont aidants, je trouve. Oui, très. En fait, je dirais que... Accompagnant et aidant. Quand on te pousse vers la porte, c'est comme si on te pousse hors du nid. Hein. Oui, tout à fait. Donc c'est un cadeau. Mais oui. Je te remercie infiniment, Céline. Merci, c'est moi avec plaisir. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Naya, Naya, Naya,
Ay, ay,